Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler avec une voix peut-être un peu bizarre au micro. Voilà, parce que vous vous en doutez que je suis malade. Voilà, l'hiver c'est vraiment la pire période pour moi. Mais bon. Du coup, j'ai pas fait de vidéo de NXT parce que j'avais pas spécialement le temps. Voilà. Et je sors la vidéo là de Deadline un peu en retard là. Au moment où vous voyez la vidéo, j'ai vu l'épisode, enfin le PLE ce matin, parce que j'avais pas, pareil, je n'avais pas le temps de le faire avant parce que j'étais en famille, que j'avais pas vu depuis presque un mois. Donc voilà, des fois il y a quand même des priorités autres que juste Internet, voilà. Donc une vidéo qui sort avec une journée d'écart, c'est pas non plus dramatique. Du coup, on va revenir sur ce show qui était, ma foi, bon. Franchement, j'ai trouvé que c'était ouais, vraiment bon. Après, j'ai trouvé qu'on a eu d'autres PLE vraiment mieux que Deadline, mais j'ai passé un très bon moment et on va revenir là-dessus. D'abord, on revient sur l'arrivée de CM Punk. Oui, CM Punk qui nous fait un peu Jade Cargill, sauf que lui, il parle. C'est un peu méchant pour Jade Cargill, mais Jade Cargill, elle est apparue à Raw, à NXT, à SmackDown et elle a rien fait. D'ailleurs, on sait qu'elle est au Performance Center, donc d'ailleurs, je comprends pas l'intérêt de la WWE d'embaucher quelqu'un pour l'envoyer au Performance Center parce que tu lui fais pas confiance. Parce qu'ils ont beau dire ce qu'ils veulent, t'envoies pas au Performance Center quelqu'un en qui tu as une grande confiance pour la suite. Donc voilà, je comprends pas trop. À la limite, tu vois, les catcheurs mexicains comme Dragon Lee et tout, je peux comprendre parce que au Mexique, tout est inversé. Si vous avez déjà vu des vidéos de Mr. Rockin à propos de Sin Cara, justement, c'est ce qu'il expliquait. Les catcheurs mexicains ont tendance à faire un tour au Performance Center ou ce genre de centre, justement pour s'habituer euh, au catch américain où du coup tout est inversé. Mais pour une personne comme Jade Cargill, qui est déjà une catcheuse qui travaille dans une compagnie, enfin je veux dire française, compagnie américaine, du coup elle n'a pas à s'adapter à ce genre de choses, donc ça veut dire que la compagnie n'a pas confiance réellement en son catch pour la suite, et ça fait quand même un petit peu mal pour Jade Cargill, qui du coup au final aura fait 3 4 apparitions, c'est juste pour dire, hé regardez, je suis là, on m'a acheté, et puis c'est tout. Donc c'est un peu triste. Et CM Punk, globalement, il fait un peu la même chose, sauf que lui, il parle. Voilà, comme je disais, il est venu à Raw je crois qu'il a dû faire une promo ou un truc comme ça à Raw. À SmackDown, il a fait. Oui, à Raw, il a fait sa promo, il a dit je suis juste là pour le fric, pas pour faire des amis, un truc comme ça. À SmackDown, il est venu faire une promo aussi où il a parlé du fait de. euh, Merde. euh, où il a fait une référence justement à sa baston à la AEW, sans donner le nom de la compagnie, il a fait référence à lui-même là-bas. Bref, parmi d'autres choses. Et là, il est venu à NXT euh, pour un peu suivre un peu les plates-bandes de Randy Orton. Mais sauf que son passage à NXT, en fait, on croit pas du tout à ce qu'il dit. Parce qu'il y a deux choses importantes à retenir. C'est que déjà, de un, il possède un pull Bret Hart quand il arrive. Quand on connaît l'histoire de Shawn Michaels et Bret Hart, c'est assez ironique que le mec il ait un t-shirt de Bret Hart. Voilà. Et surtout, il vient en mode oui. Ce qu'on se demande, c'est est-ce que CM Punk il va faire partie de Raw? Est-ce qu'il va faire partie de SmackDown? Ou est-ce qu'il pourrait faire partie de NXT? Alors, au moins avec Randy Orton, ils ne se sont pas fait chier à donner une fausse hype. Un mec comme Randy Orton, CM Punk, tu sais qu'ils vont pas venir dans la troisième branche. Alors pourquoi pas? Pour faire un match ou mettre en avant quelqu'un comme l'a fait John Cena, comme l'a fait Paul Heyman, comme l'a fait Asuka, voilà. À la limite, tu dis ok, mais vous y croyez vraiment que CM Punk il va signer son contrat pour être à NXT?
Alors qu'il a lui-même dit que à SmackDown, je crois qu'il voulait terminer son rêve, donc gagner Royal Rumble et faire le main event de WrestleMania. C'est pas en allant à NXT que tu réussiras cet exploit. Donc franchement, c'est un peu du foutage de gueule parce que on t'emmène CM Punk pour donner un faux espoir au public d'NXT. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Alors après, la foule, elle a popé, hein, et c'est pour ça que je dis que c'est un faux espoir. Parce que peut-être qu'il viendra faire un match un jour contre un Braun Breaker ou un Carmelo Hayes ou quoi que ce soit. C'est possible, hein. On a bien Asuka qui a affronté Roxanne Perez. On a John Cena qui est venu soutenir Carmelo Hayes. Mais de là à ce que le mec il soit que à NXT, personne n'y croit. Et je trouve ça vraiment horrible de faire ce genre d'annonce. Je trouve que c'est dégueulasse pour le public. Après, chacun pense ce qu'il veut. Après, certains vont considérer que c'est parce que je déteste CM Punk que je dis ça, mais ça aurait été Randy Orton, j'aurais également détesté la promo. Que ce soit Randy Orton, CM Punk, à bout d'un moment, t'y crois pas du tout. Au moins, avec Randy Orton, comme je disais, ils ont été plus malins. C'est est-ce que je vais à Raw ou est-ce que je vais à SmackDown? Et là, tu peux vraiment te poser des questions parce que Randy Orton, tu te dis un mec comme ça, tu le fous pas à NXT. Et CM Punk, malgré que je le déteste, bah pareil, un mec comme ça, tu le fous pas à NXT, tu le fous direct à Raw ou à SmackDown, surtout qu'il a passé une partie de sa carrière à Raw ou à SmackDown. Donc, franchement, j'ai trouvé la promo pas ouf ouf. Alors, voir le public popper, c'était sympa. Le voir là faire sa photo avec Shawn Michaels en mode oui, en coulisses, ça arrive souvent qu'on me demande des photos parce qu'on a grandi avec moi à l'écran. Bah là, c'est moi qui peux le dire avec toi, Shawn. Et tout ça, c'était mignon, c'était sympa. Euh, mais l'annonce en mode est-ce que je pourrais rejoindre NXT? Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. On passe ensuite au premier match, donc Dragon Lee contre Dominic Mysterio pour le titre nord-américain. J'avais pronostiqué une victoire de Dominic Mysterio parce que je m'étais dit Dragon Lee, il a été drafté à SmackDown. Si je dis pas de conneries, aujourd'hui il est officiellement à SmackDown. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment donner le titre à Dragon Lee, ce qui du coup reviendrait au même que d'avoir Dominic Mysterio champion, dans le sens où ce sera un mec du roster principal avec le titre, un titre de NXT. Et pour moi, la personne qui devait vaincre Dominic Mysterio, c'était quelqu'un qui se trouvait à NXT pour que la ceinture retourne à NXT. Et, euh, et voilà, pour moi, c'était le plus logique. Euh, voilà. Mais force est de constater que la compagnie en a décidé autrement. Et c'est pas plus mal non plus pour un certain point. Je vais en revenir quand je vais conclure ce petit point. Du coup, en termes de combat, c'était un match plutôt sympa. Dominic Mysterio a une bonne hit comme d'habitude. Voilà. Dragon Lee plutôt bien accueilli par le public. D'ailleurs, ce qui est très cool, c'est qu'on n'était pas dans l'arène habituelle, donc il y avait beaucoup plus de public et tout, ça c'était très bien. Mais voilà, le match était bien. On a quand même Dominic Mysterio qui va rater plus ou moins un DDT. Vous savez, les DDT qu'ils font sur les tabliers et tout, qui sont hyper impressionnants. J'ai l'impression que la tête de Dragon Lee a pas touché le tablier. Bon, la prise c'est quand même hyper bien vendu, mais j'ai l'impression qu'ils étaient un peu trop décalés par rapport au move qu'ils devaient faire. Mais bon, de toute façon, dans la soirée, des petits ratés comme ça, il y en aura dans la plupart des matchs. Même dans le main event, avec un Baron Corbin et un Dragunov qui sont quand même très expérimentés, même eux, ils vont rater quelques petits trucs. Euh, voilà. Du coup, en moment marquant de ce match, j'ai noté, alors j'appelle ça le coup de grâce, parce que bon, c'est la prise de Finn Balor, mais techniquement c'est une prise que Dragon Lee fait qui ressemble. C'est ce moment où Dominic Mysterio est bloqué dans le coin du ring, mais pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur du ring. Et du coup, où Dragon Lee fait ce sorte de coup de grâce sur son adversaire. Alors habituellement, il le fait à l'intérieur du ring, et il le fait à l'extérieur. C'était vraiment très impressionnant. La chute était très impressionnante également.
Et franchement, j'ai trouvé ce petit segment vraiment pas mal et peut-être même le meilleur segment du match. Euh, et au final, on a une victoire de Dragon Lee, ce qui m'a beaucoup étonné, avec une sorte de tornado reverse DDT. Enfin bref, la prise était assez cool et voilà, victoire clean de Dragon Lee, sans intervention du Judgment Day qui n'était pas présent, et non plus de Dominique Mysterio, pas de Dominique mais de Rey Mysterio qui était à la table des commentateurs, puisqu'il est toujours blessé au genou. Du coup, en commentaire, j'ai nommé que je n'aime toujours pas le nouveau thème de Dragon Lee. J'aimais beaucoup celui avec lequel il est arrivé à NXT. Mais ce nouveau thème, j'arrive vraiment pas à m'y faire. Voilà, ça c'est très perso, mais j'arrive pas à m'y faire. Et en autre commentaire, j'ai mis et il n'y a pas Mamie. Il n'y a pas Mamie, il n'y a personne du jugement des Dominic Mysterio est tout seul et se débrouille tout seul. Et du coup, ce qui a joué dans mon pronostic, c'est que moi je pensais que Rhea Ripley serait présente. Si j'avais su que Rhea Ripley était absente de ce match, du coup, j'aurais sûrement changé mon pronostic. Pour la simple et bonne raison que bah, les deux seules fois où Dominic Mysterio a perdu la ceinture nord-américaine, c'est lorsque Rhea Ripley n'était pas dans le coin du ring. Et oui, quand il a affronté Trick Williams sans Rhea Ripley, il a perdu la ceinture. Là, Rhea Ripley n'était pas là, il perd la ceinture. Ce qui est bien, c'est que ça renforce le côté détestable de Dominique Mysterio qui ne peut pas gagner sans Rhea Ripley. Ça, j'aime bien. On continue à travailler ce point-là de Dominique Mysterio, donc c'est assez cool. Euh, et ce qui est bien après ce match, c'est que déjà, ben, on est content pour Dragon Lee parce qu'il mérite ce titre, hein. J'aime pas dire que quelqu'un mérite plus que d'autres, mais Dragon Lee, depuis qu'il est arrivé, il fait quasiment que des bons matchs. Et je trouve ça cool qu'on le récompense enfin pour tous les bons matchs qu'il nous a offert pendant une bonne année, hein. Je crois que ça fait au moins presque un an qu'il est là. Donc je trouve ça plutôt cool. De plus, ça permet de se questionner sur que sera l'avenir de Dragon Lee, qui sera son premier challenger, tout ça. Assez hâte de voir tout ça. Et du côté de Dominique Mysterio, on se souvient que la dernière fois qu'il a perdu le titre nord-américain, Rhea Ripley l'avait menacé en mode si tu récupères pas ton titre à NXT, tu dégages du Judgment Day. Et je suis assez curieux de voir quelle sera du coup la réaction du Judgment Day face à cette nouvelle défaite de Dominique Mysterio sur un match de championnat. Voilà. En tout cas, j'ai noté cet opener 3,5 sur 5 parce que voilà, c'était très bien, mais pas non plus un match excellent au point d'avoir une meilleure note. Ensuite, le second match, c'était le Iron Survivor Challenge féminin avec Tiffany Stratton, Fallon Henley, Kelani Jordan, Lash Legend et Blair Davenport. Mon pronostic, c'était Tiffany Stratton. Je l'explique mon pronostic pour ceux qui n'auraient pas vu le, le post que j'ai fait en onglet communauté. C'est que tout simplement, pour moi, déjà, pardon, Kelani Jordan étant une rookie, pour moi, elle ne pouvait pas gagner l'Iron Survivor Challenge. Pour moi, c'était logique. Une rookie ne peut pas gagner un match aussi important et avoir un match de championnat aussi tôt. Euh, c'est un avis personnel, mais pour moi, c'est comme ça. De toute façon, si je dirigeais une entreprise, j'enverrais pas un débutant, bien que bien entraîné, hein, forcément, mais j'enverrais pas un débutant sur un match de championnat directement, surtout pas le titre principal, quoi. Enfin, de toute façon, pour les femmes, il n'y a que le titre principal, en fait, il n'y a que ça, vu qu'il n'y a plus les titres par équipe, c'est vrai que j'ai oublié ce détail. Euh, Ensuite, on dirait Valkyria étant face, pour moi ça élimine directement Fallon Henley, du coup qui est face également. Donc si tu veux faire un bon match, c'est mieux d'avoir un face et une heal, même si des fois les face-face, heal-heal, il y en a qui sont bons, mais ça fonctionne toujours mieux quand tu as un face et une heal parce que le public va en soutenir un, en huer un, et ça donne toujours une ambiance meilleure euh, pendant un match. Donc pour moi, Fallon Headley, c'est sûr, ça le ferait pas. Ce qui laisse Tiffany, Blair Davenport et Lash Legend.
Lâche Légende, malgré sa grosse mise en avant niveau puissance, avec l'enfourchement qu'elle fait à Otis lors du dernier épisode de NXT, qui est assez impressionnant, parce que même si j'ai pas fait de vidéo, j'ai vu quand même le dernier épisode de NXT. C'était assez impressionnant. Et, euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, du coup, même s'il y avait une grosse mise en avant, je pensais pas du tout que Lash Legend pouvait gagner. Elle a jamais été très mise en avant. Là, ils commencent à bien la reconstruire, mais enfin, on verra aussi par les semaines qui suivent, hein, mais voilà. En tout cas, je la voyais pas gagner. Ce qui restait du coup que Tiffany Stratton et Blair Davenport. Et du coup, je me suis dit, comme Nikita Lyons, lors de l'épisode d'NXT que j'ai pas fait en vidéo, se fait agresser par Nikita Lyons, qu'elle était censée avoir blessé un an plus tôt, parce que dans l'histoire, c'est Blair qui l'a blessé, mais dans les faits, bah, c'est juste une blessure de Nikita Lyons, et on a créé une histoire pour l'arrivée de Blair Davenport. Euh, mais pour moi, avec ça, ça allait forcément créer une rivalité entre Davenport et Nikita Lyons. Donc pour moi, Blair Davenport, elle pouvait pas gagner. Je me suis dit, elle va se lancer en rivalité, bah, peut-être qu'elle aura une chance pour le titre plus tard. Mais je veux dire, j'aurais trouvé ça ridicule, hein. Ouais, je dis ça au conditionnel parce que bon, on connaît tous le résultat, hein, mais bon, au cas où certains ne l'auraient pas encore vu, regardent juste les reviews, on leur laisse un peu de suspense. Mais pour moi, faire gagner quelqu'un qui est en train de commencer une rivalité avec une personne qui n'est pas la championne, je trouve ça un peu ridicule. Ce qui fait que du coup, bah, la plus logique, c'était Tiffany Stratton. En plus, Tiffany Stratton, lors de l'épisode d'NXT, qui s'est pas mal vendu, en mode est-ce que je serai la two-time Tiffany, two-time champions. Euh, je suis la seule à avoir détenu le titre d'NXT parmi les 5 sélectionnés, enfin les 5 qualifiés plutôt. Elle est mise en avant par Charlotte Flair qui la voit un peu comme la future, son futur. Bref, euh, en fait, tout faisait que Tiffany Stratton était vraiment fait pour gagner. Et d'ailleurs, dans le match, toute l'histoire va surtout tourner autour de Tiffany Stratton, un peu comme Carmel Wise l'année dernière. Parce que c'est une chose qui fait que j'ai enlevé des points à ce match, vous comprendrez. Résumé du coup de ce match, on commence entre Fallon Henley et Blair Davenport. Il se passe pas grand chose d'intéressant, on a eu une multitude de roll-ups, ça c'était insupportable. Ensuite, on a Tiffany Stratton qui va rentrer en troisième. Du coup, Tiffany et Blair Davenport vont faire équipe pendant une petite partie du match. Et par la suite, forcément, Tiffany va trahir Blair Davenport, hein, c'était forcément attendu. Blair Davenport sera la première à marquer un point suite à un enchaînement impressionnant de Tiffany Stratton, dont je me souviens plus, sur Fanny Haley, et du coup, Blair Davenport va en profiter pour faire un tombé opportuniste. Du coup, elle passe à 1 et 0 pour toutes les autres. Ensuite, on a Kelly Jordan qui rentre en quatrième. Et Fallon Henley va marquer son premier point sur Tiffany Stratton avec un combo de Bulldog et ensuite un running knee. Donc ça, c'était plutôt sympa. Voilà. Ensuite, on a Lash Legend qui fait son entrée en dernière et qui va montrer à quel point elle est puissante et dominante, puisque elle va tout simplement choper, je crois, Tiffany Stratton pour lui foutre un chokeslam, prendre Fun Headley pour lui faire un- une power bomb. Ensuite, elle va poser Fallon sur Tiffany Stratton pour faire un double tombé, et du coup, elle va marquer 2 points d'un coup. Ce qui, du coup, rappelle certaines choses du, 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 euh, de la Challenge masculin de l'année dernière. Euh, Ensuite, on a Blair Davenport qui va marquer son deuxième point grâce à une sorte de coup de grâce sur le dos de Kelly Jordan qui était en train de se relever. Ça, c'était plutôt amusant. Tiffany Stratton va marquer enfin son premier point grâce à son moonsault. Donc, elle avait fait sa roulade sur Kelly Jordan. Ensuite, le moonsault, sauf que le moonsault, il n'y a que Lâche Légende qui l'a pris.
Et ensuite, Blair Davenport va marquer son troisième point pour la victoire grâce à son coup de genou dans la face de Fallon Henley. Euh, et voilà. Ensuite, on a Lyra Valkyria qui va venir au ring faire face à Blair Davenport, mais elle sera attaquée par le grand retour de Cora Jade. Donc là, je suis très content parce que j'adore Cora Jade. Voilà, qui pose avec la ceinture et qui ensuite a eu petit, une petite interview, une petite interview où c'est clairement elle qui a juste parlé tout le temps, hein. L'intervieweuse a, pardon, a pas vraiment eu le temps d'en placer une. Et, euh, et voilà, globalement, elle est là pour dire je suis de retour et je suis de retour pour le titre. Bref. En commentaire, j'ai nommé que la cage était mieux placée que la dernière. Elle fait vraiment partie un peu du tour du ring. Là où l'année dernière, elle coupait une partie de l'entrée du ring, enfin de l'accès à l'entrée du ring, ce qui était assez bizarre. Et certes, ça doit cacher la vue à ceux qui sont assis derrière. Sauf que l'année dernière, où était la cage, bah, dans tous les cas, ça a gâché la vue de certaines personnes aussi. Donc je pense qu'une cage comme ça, il n'y a pas vraiment de moyen de la placer sans que ça dérange quelqu'un. Ça, c'est assez dommage. Ensuite, j'ai nommé que Blair Davenport, du coup, a donc gagné un match contre Lyra Valkyria à New Year's Evil, qui aura lieu début janvier. Et j'ai également nommé que comme Kiana James l'année dernière, Kelani Jordan n'a marqué aucun point. Voilà. Alors j'ai noté le match 3,5 sur 5 parce que on a eu un bon match, hein, franchement c'était un très bon match, mais il y a deux choses qui me dérangent. Déjà le début était long et lent, hein. Quand tu passes quasiment 30 secondes à faire que des roll-up, tu dis c'est bon, on se calme là, on fait autre chose, les roll-up c'est chiant. Et surtout, le deuxième point, c'est la feignantise d'écriture de ce match. Il y a une feignantise d'écriture dans le match parce que globalement, ils ont repris le match masculin de l'année dernière et ils ont repris quelques éléments à droite à gauche pour le match. Dont notamment l'arrivée de Lash Legend qui marque 2 points directs. Ça rappelle du coup, comment il s'appelle, Grayson Waller qui était arrivé avec son double stunner et qui avait du coup marqué 2 points d'un coup également. Bon, dans le masculin, ils vont également faire ça, mais réenchérissant les points marqués. Euh, mais là, le truc, c'est que t'as pas que ça. C'est que là, t'as aussi tout le travail autour de Tiffany Stratton qui ressemble énormément à tout le travail fait autour de Carmelo Hayes. En plus, t'as ce truc de Tiffany Stratton qui marque un point euh, sur euh, sur euh, alors ça c'est plus repris du Iron Survivor Challenge féminin de l'année dernière, mais de toute façon la plupart des choses sont repris du précédent, hein. Mais la toute fin ça reprend les deux Iron Survivor Challenge de l'année dernière entre le coup du la personne qui est en égalité pour être à deux doigts de gagner, se prend un tombé, se retrouve enfermé, et du coup ne peut sortir de la cage que à 3, 4, 5 secondes de la fin, donc pas le temps de marquer un dernier point. Donc ça avait été le cas de Cora Jade, hein, qui du coup, euh, au moment de sortir de sa cage l'année dernière, il restait à peine quoi, 5-10 secondes, peut-être 15 secondes, mais du coup pas du tout le temps nécessaire pour marquer un point, chose qui vient de se passer avec Lash Legend. Et là où ça ressemble beaucoup également à Carmelo Hayes l'année dernière, c'est que Carmelo Hayes, quand il était sorti de la cage parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour marquer un point, non, c'est plutôt Grayson Waller qui en sortant de la cage avait dû l'empêcher de marquer un point ou un truc comme ça, je sais plus. Du coup, Carmelo Hayes s'était mis à poursuivre Grayson Waller partout pour l'attraper, ce que Lash Legend va faire en sortant de la cage là, à poursuivre Blair Davenport pour tenter de l'attraper. Ce qui fait que, en fait, c'est très chiant parce que d'un côté, le match il est bon, franchement, on passe un bon moment devant le match, mais à certains moments, t'as plus l'impression de voir les deux matchs de l'année dernière, qu'un nouveau match. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce qu'encore, ce serait exactement les mêmes catcheuses qui aient des clins d'œil machin. Tu dirais, ok, mais là, elles sont toutes différentes, hein. Il n'y en a aucune des cinq qui était dans le match de l'année dernière. Donc voilà, c'était
c'était bien, mais un peu dommage qu'il y ait une paresse d'écriture comme ça. Ensuite, on a eu Lexis King contre Carmelo Hayes. Mon pronostic était encore une fois faux, hein, mes trois premiers, voire même mes quatre premiers pronostics étaient pas bons, hein, j'ai eu bon que sur les deux derniers. Mais j'avais pronostiqué Lexis King parce que pour moi, déjà Lexis King, il a fait que deux matchs avant celui-ci. Il est placé pour être l'un des plus gros heals de NXT. Voilà. Et surtout, le mec, il a agressé Trick Williams. Donc on retient tout ça. Pour moi, du coup, ça faisait sens que Lexi King battait Carmelo Hayes. Comme ça, il se place encore en tant que gros méchant, puisque battant Carmelo Hayes, après avoir agressé Trick Williams, bah, ça lui donne encore une haine encore plus grande des autres envers lui. Euh, En plus, je le voyais bien intervenir dans la Run Survivor Challenge masculin justement pour empêcher Trick Williams de gagner. Ce qui aurait été assez logique pour qu'ensuite les deux hommes partent en rivalité. Comme ça, Trick Williams aurait pu venger sa propre agression et en même temps venger la défaite de Carmelo Hayes. Donc ça, c'est comme ça que moi je voyais les choses. Le truc, c'est que la compagnie en a décidé autrement, puisque déjà bah, Lexi King va perdre le match, et qu'ensuite il y aura bien une intervention dans l'Iron Survivor Challenge masculin, mais pas du tout de Lexi King. C'est une intervention plutôt logique, mais auquel je m'attendais pas du tout. Voilà. Le match ensuite entre Lexi King et Carmelo Hayes était plutôt sympa, honnêtement, c'était décent. Honnêtement, voilà. C'est pas le meilleur match de la soirée, mais c'était vraiment sympa. J'ai mis 3,25 sur 5 parce que c'était bon, mais encore une fois, dans le Carmelo Hayes, il a montré des trucs tellement excellents dans d'autres matchs que bah, je m'attendais à mieux. Bon, Lexi King, hein, c'est que son troisième match à NXT, donc c'est difficile de se dire est-ce qu'il peut faire mieux ou pas, mais j'imagine que oui, sinon il serait pas devenu un des top heels direct en arrivant. J'attends de voir la suite. Et j'ai également enlevé des points. Alors oui, j'ai oublié de dire que Carmelo du coup avait gagné avec sa descente de la cuisse, hein, plutôt classique. Voilà. Mais en commentaire, j'ai mis que pour moi, on n'avait pas le bon gagnant. Pour moi, le bon gagnant aurait dû être Lexi King afin de le construire très fort pour une rivalité avec Trick Williams. Pour moi, ça aurait été la logique. Parce que là, du coup, Carmelo Hayes, il a vengé l'agression de Trick Williams. Et tu dis, ok, c'est tout, on arrête là. Trick Williams, il se fait agresser et puis il laisse juste son pote régler les problèmes à sa place. Ok, c'est comme ça. C'est vraiment ça l'histoire qu'ils ont envie de faire. Alors, on se doute qu'il va y avoir d'autres choses quand on voit. Parce qu'à la fin, Lexi King il prend le micro. J'ai pas trop compris ce qu'il a dit, mais il prend le micro pour plus ou moins menacer Carmelo Hayes. Surtout qu'en plus il appelle bien My Friends, donc c'est qu'il y a vraiment un truc particulier entre les deux. Et en plus, à la toute fin, quand Trick Williams vient faire face au champion du main event, au vainqueur, du coup on a Carmelo Hayes qui apparaît derrière et qui s'approche un peu discrètement et tout. Donc est-ce qu'il va agresser Trick Williams ou pas? C'est une très bonne question. En tout cas, on n'en sait pas encore. Mais en tout cas, sur l'état actuel des choses, de ce qu'on connaît de la storyline, bah, je trouve ça assez ridicule que ça se passe comme ça, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, Trick Williams, il est assez grand pour se défendre. Alors, certes, il a son rêve de devenir champion de NXT, mais pour moi, il fallait pas faire ça. Pour moi, il fallait que Trick Williams il règle son problème lui-même avec Lexi King. Alors peut-être après un match de championnat ou peu importe, mais pour moi, c'est à Trick Williams de vaincre Lexi King et pas à Carmelo Hayes. Après, c'est mon avis, on peut le partager ou pas, mais vu l'histoire, comment elle est construite, pour moi, c'est logique. Enfin, je vais dire, voilà, tu te fais agresser, c'est toi qui te venges. Ça a toujours été comme ça dans les storylines. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore plein d'autres choses dans cette storyline, mais pour l'instant, ça paraît assez bizarre les choses qui se passent.
Ensuite, on a eu l'Iron Survivor Challenge masculin, alors que je voyais plus tard. Honnêtement, je le voyais plus en avant-dernier match que au milieu de la carte, mais bon, c'est très bien aussi. Avec du coup Dijak, Jason Briggs, Tyler Bate, Trick Williams et Braun Breaker. Mon pronostic du coup c'était Tyler Bate. Pardon, à nouveau je vais m'expliquer pourquoi. Putain, j'ai du mal là. Déjà, pour Jason, enfin pour Briggs, pour moi c'est sûr qu'il pouvait pas gagner dans le sens où du coup Briggs est pas construit suffisamment fort dans le monde du catch, enfin du moins dans le monde des NXT, pour vaincre les autres participants et encore moins vaincre Ilya Dragunov. Alors certes, il fait des bonnes perfs et tout, mais le mec il revient d'une longue absence parce qu'ils ont été absents un petit moment, Briggs et Jensen. Euh, du coup, ils ont été absents un petit moment. Il revient, il a sa place dans le truc, mais on n'a pas le temps de le reconstruire. Donc pour moi, Briggs était sûr qu'il allait pas gagner. Euh, Braun Breaker, je me suis dit, Braun Breaker pour moi, il a encore des choses à raconter avec Von Wegner. Alors peut-être pas, hein, peut-être que leur dernier match était le dernier. Mais pour moi, Braun Breaker et Von Wegner ont encore des choses à raconter. Surtout que l'année prochaine, on a New Year's Evil en janvier. Mais un peu plus tard, on aura un PLE à NXT qui s'appellera Vengeance Day. Donc, très certainement, le meilleur moment pour terminer des storylines pour une Blair Davenport Nikita Lyons et encore un Braun Breaker, Braun Breaker Von Wegner et également Dijak Tyler Bate. Mais pas Tyler Bate, Eddie Thorpe. On va revenir dessus dans quelques instants. Et du coup, pour moi, le fait que dans ma tête, Braun Breaker est toujours en rivalité avec euh, avec Von Wegner, pour moi, ça faisait que Braun Breaker, il pouvait pas gagner ce match. En ce qui concerne Dijak, bah du coup, j'ai plus ou moins un peu spoilé ce que je voulais dire, hein, mais ça revient au même. Pour moi, Dijak étant toujours en rivalité avec Eddie Thorpe, et ben également, ça faisait que pour moi, Eddie Thorpe Dijak ne pouvait pas gagner ce match puisque bah, il y a une rivalité à continuer. Et dans le même ordre d'idées, pour moi, Trick Williams également ne pouvait pas gagner ce match, puisque pareil, pour moi, il devait être celui qui battait Lexi King afin de venger son agression. Euh, pour moi, ça devait être ça. Et du coup, pour moi, je l'avais écarté. Et du coup, pour moi, mon pronostic, aller sur Tyler Bate. Surtout qu'en sachant que, avec Dragunov en tant que champion, avoir Dijak qui lui fait face, je trouve ça un peu moyen parce que Dijak, Dragunov, on a eu ça en début d'année. Une petite rivalité entre eux en début d'année, on l'a déjà eu. Euh, Ilya Dragunov contre Braun Breaker, pareil, c'est une petite rivalité qu'on a déjà eue pendant l'année. Encore pire, Dragunov, Trick Williams, c'est une rivalité qui, pareil, est très récente, hein. Leur rivalité, elle est sur la période où Dragunov va devenir champion. Donc il y a à peine quoi, 2 mois, 2 mois et demi, c'est hyper récent. Et du coup, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est une affiche fraîche. Tyler Bate, Dragunov. Tyler Bate, bon, on doute bien qu'il n'aurait pas gagné, mais déjà il a une meilleure aura que Briggs. Et Tyler Bate Dragunov, ça aurait été une affiche fraîche, une belle affiche. Depuis que je regarde NXT, ça fait un peu plus d'un an maintenant, ça fait du coup un an et un mois. euh, je crois que j'ai jamais vu Bate et Dragunov dans le même ring, donc pour moi, ça aurait été génial d'avoir cette affiche fraîche. On y est passé pas loin, et c'est un petit peu dommage. Voilà. Du coup, résumé du match. Il s'est passé beaucoup de choses plus intéressantes. C'est que déjà, on débute avec Dijak et Briggs. Voilà, donc on met les deux poids lourds dès le début. Dijak va d'ailleurs marquer son premier point avec son finisher, hein, qui ressemble un peu à l'attitude adjustment avec un coup de genou à l'atterrissage, hein, dans la face. Ensuite, on a Tyler Bates qui rentre, mais vraiment juste après le tombé de Dijak. Euh,
on a Briggs qui va marquer également un point grâce à une puissante close line et le tourniquet que Tyler Bate avait fait subir à Dijak juste avant. Donc on a une sorte de tombée un peu, entre guillemets, un peu opportuniste, même s'il y a eu quand même une attaque avant le tombé. Euh, Ensuite, on a Tyler Bate qui va marquer son premier point sur Dijak en contrant son finisher en petit paquet. Ça, c'était assez cool. Euh, ok. Ensuite, on a Trick Williams qui rentre en troisième. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont fait de Trick Williams pendant ce match, enfin surtout la fin du match, vous comprendrez. Pour moi, c'est ce qui a clairement enlevé bah, quasiment tous les points que j'ai enlevés, quoi. Vous verrez. Voilà. Trick Williams qui rentre en troisième. Trick qui va dégommer Dijak dans les airs avec une close line en faisant un saut, en prenant appui sur Briggs. Le move, il est incroyable. Pareil, c'est peut-être le meilleur move du match, hein. Il était incroyable. Ensuite, on a Broad Breaker qui rentre en dernier. Et Broad Breaker, il arrive. Spear sur Briggs. Spear sur Tyler Bate en contre la close line. Spear sur Dijak qui sautait la troisième corde. Du coup, 3 points d'un coup. Donc, quand je dis qu'ils ont réenchéri sur Lash Legend et Grayson Waller l'année dernière, et bah c'est avec ce moment, hein, voilà, avec ces 3 points marqués d'un coup. Ensuite, on a Dijak qui va du coup quand même marquer son deuxième point grâce à un big boot sur Trick Williams. Tyler Bate va également mettre un troisième point suite à un ciseau tête. Alors ce move aussi est incroyable. Je pense qu'en fait il est peut-être même encore mieux que celui de Trick Williams. Ça aurait été méchant pour envers Trick Williams, hein. Mais on a quand même Braun Breaker qui fait un ciseau tête sur Dijak qui était assis sur la troisième corde. Et on a Tyler Bate qui rattrape Dijak dans les airs pour lui faire une power bomb. Euh, le move est incroyable, la synchronisation est incroyable, bref. C'était ce move, il est absolument génial. Ensuite, on a Briggs et Dijak qui vont faire équipe pour mettre les autres KO et ils vont marquer pour Briggs son deuxième point et Dijak son troisième point avec un double moto sur Trick Williams et Braun Breaker. Par la suite, Braun Breaker va se débarrasser de Trick Williams avec un spear à travers la barricade, tandis que Dijak va se débarrasser de Breaker avec un chokeslam à travers la table des commentateurs. Et c'est là qu'on arrive sur la partie que je n'aime pas du match. Puisque Trick Williams va marquer son premier point en faisant un petit paquet. Ah, c'est. Attends. Je crois que je l'ai appelé Jason à certains moments. Alors que c'est Josh Briggs. Ah, excusez-moi, je sais pas pourquoi je l'ai appelé Jason, mais bon. Du coup, petit paquet sur Josh. Eddie Thorpe, il intervient en retirant l'arbitre du ring alors qu'il allait faire gagner son quatrième point à Dijak. Voilà. Trick Williams va marquer son deuxième puis troisième point avec des petits paquets sur Dijak et Tyler Bate. D'ailleurs, celui de Tyler Bate, je suis hyper déçu parce que Tyler Bate s'apprêtait à faire sa power bomb sur Trick Williams et du coup il se prend le petit paquet à la place. Et à la fin, on a également Braun Breaker qui se ramène pour faire le spear et qui reçoit un running knee à la place pour que Trick Williams marque son quatrième point. Donc le mec, voilà. Du coup, bah, ça se termine là. Trick Williams est qualifié pour affronter le gagnant du main event à New Year's Evil avec 4 points. En commentaire, j'ai mis que le public est à fond derrière Trick Williams. Et j'ai également mis que la remontée de Trick Williams est méga abusée. J'ai envie de dire, un mec comme Braun Breaker, qui marque 3 points d'un coup, tu dis ok, c'est normal. Le mec il arrive au bout de 15 minutes, les autres ils commencent déjà à fatiguer. Lui il est hyper frais et c'est l'un des catcheurs les plus dominants de NXT. Donc tu dis, ok, c'est normal. Mais Trick Williams, il se fait bolos pendant tout le match. Il marque 3 de ses 4 points sur des petits paquets. Tu te dis, c'est comme ça que tu veux construire ton challenger
Je veux dire, au moins, avec Blair Davenport, la plupart des points qu'elle a mis, c'était sur des vrais assauts, quoi. C'était pas. Euh, Attends, elle a marqué combien de points, Blair Davenport? Ah, elle en a marqué 3. Attends, je vais retrouver. Ouais, c'est ça. À part, je crois, Ouais, à part son point opportuniste, elle en a quand même marqué 2 sur des vrais prix, sur des vrais trucs. Là, on veut te construire un challenger qui gagne quasiment tous ses points sur de la roll-up. Je trouve ça hyper dommage. Et surtout, ce que j'aime encore moins, c'est que le tout soit condensé sur à peine 30 secondes. Hein. Allez, 30 secondes, 1 minute grand max. Ces 4 points, il les a sur cette période-là. Et je trouve que c'est abusé. C'est hyper abusé. Parce que le mec, il n'a pas été construit non plus hyper fort. Certes, il a le soutien du public, mais lui faire gagner tous ses points sur la dernière minute, je trouve que c'est complètement débile. Voilà. Bon. Euh, pour être clair, j'ai pas de problème avec la victoire de Trick Williams. Alors pour moi, Trick Williams, ça aurait été encore une fois plus logique qu'il termine son histoire avec Lexis King et qu'ensuite il tente un match de championnat. Et du coup, je pense qu'ici ils vont faire l'inverse, ou qu'il va avoir cette rivalité avec Lexis King entre deux et qu'ils vont même pas terminer ça dans un PLE, ce qui est vraiment con. Mais pour moi, il y avait de quoi raconter plein de choses sur la défaite de Trick Williams et tout ça. Et même Trick Williams qui gagne, je trouve pas ça dérangeant, c'est pas étonnant vu la popularité qu'il a à NXT, c'est pas étonnant. Mais encore une fois, s'ils avaient dispatché les points marqués comme avec Blair Davenport, j'aurais trouvé ça incroyable, j'aurais amélioré la note. Mais là, tout foutre sur 1 minute sur un underdog, je trouve ça un peu mauvais. Je trouve ça nul, honnêtement. C'est simplement mon avis. Le match, je l'ai noté 4 sur 5. Pour moi, à part le défaut qu'il y a sur les 4 points de Triculias marqués en 1 minute, tout le reste c'est très bon. Tout le reste c'est très bon. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Et je dis bien pour moi. Je ne parle pas au nom des autres. Mais pour moi, c'est vraiment le match sur lequel j'ai passé un meilleur moment. On passe au cinquième match et avant-dernier match avec Kiana James contre Roxanne Perez dans un Steel Cage match. Mon pronostic c'était Kiana James. Parce que j'avais une idée en tête, c'est que Roxanne Perez, elle a gagné leur match à Halloween Havoc. Je me suis dit, soit Roxanne Perez, elle termine Kiana James et on termine la rivalité là, soit Kiana James, elle gagne et on part sur une trilogie, un peu comme il y a dans le roster principal par moment. Et du coup, Roxanne Perez du coup, cherchera à avoir un match retour contre Kiana James qui mènera à un troisième match, et très certainement un troisième match gagné par Roxanne Perez pour finir la rivalité. Du coup, comme pour d'autres matchs, hein, voilà, j'ai tenté le Tiffany Stratton, j'ai tenté le Tyler Bate, c'est pas passé. Et je me suis dit, allez, soyons fous, je tente le Kiana James. Et vous pouvez aller regarder mon post, hein, j'ai bien pronostiqué Kiana James. Et pourtant, c'était pas gagné. Roxanne Perez, c'est la chouchoute d'NXT. Et quand je dis d'NXT, c'est du backstage d'NXT. Donc, je me suis dit, ça, c'est peut-être le pronostic le plus risqué que je fais. Et au final, bah, c'est un des rares qui était bon. En résumé, le match était plutôt sympa. J'ai pas noté grand chose d'incroyable, à part l'un des meilleurs moves du match, et peut-être même de la soirée. C'est Roxanne Perez qui va contrer une powerbomb à Pop Rocks. C'est incroyable. Le truc, franchement, il est super bien fait. Euh, c'était incroyable. Franchement, j'ai bien aimé. Du coup, le match, je l'ai noté 3 sur 5. Parce que j'ai quelques commentaires à faire. Euh, Déjà, on a une victoire de Kiana James grâce à l'intervention et l'utilisation d'une chaise sur Roxane Perez. Alors déjà, ce qui est assez chelou, c'est que déjà, bon, on va revenir juste après. Il y a également Easy Dane, je sais pas comment on prononce, qui est intervenu pour aider Kiana James.
D'ailleurs, Izzy, si je dis pas de conneries, qui était dans le breakout féminin, bon, qui a pas été hyper loin, mais de mémoire, je crois qu'elle en faisait partie. Mais du coup, qui est associée maintenant à Kiana James. Mais pour moi, le match, je lui donne un 3 sur 5. C'est pour trois raisons. Déjà, de un, le match il perd des points parce qu'il n'est pas si excellent que ça. Pourtant, on a deux bonnes catcheuses, hein, les deux sont très bonnes, mais bah, le match pour moi il n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. C'est deux femmes qui pour moi ont fait des meilleurs matchs précédemment et qui là bah, c'est un peu décevant. Et en plus, bah, la cage, bah, en vrai, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, c'est plus ou moins pareil quoi. À part pour faire des. Quel est à un moment donné qui va bloquer le bras de Kenna James au niveau de la cage et frapper dedans pour lui blesser le bras. Ou un autre moment où elle prend Roxane sur ses épaules et puis qu'elle court vers les cordes pour exploser Roxane contre la paroi. Les trucs plus ou moins classiques hein, de match de cage. Bah, la cage n'a pas servi à grand chose. Autre élément qui fait que le match il perd des points, c'est Kiana James qui à un moment donné demande d'ouvrir la porte et au lieu de sortir, hein, parce qu'elle avait clairement le temps de sortir et de gagner le match, enfin du moins de toute façon elle a quand même gagné le match, hein, mais elle avait clairement moyen de le gagner dès ce moment-là, elle décide de récupérer une chaise au lieu de sortir de la cage. Ça, pareil, c'est incompréhensible. Alors, à la limite, on pourrait se dire que les deux femmes se détestent tellement dans la rivalité que Kayla James aurait pu prendre la chaise pour exploser Roxane Perez. Mais, enfin, ce qui d'ailleurs, en plus, Roxane Perez va récupérer la chaise. Mais pour moi, ça marche pas en plus. Quand Kayla James est arrivée, elle a essayé d'attaquer Roxane Perez avec son sac à main. Fait que techniquement, j'ai pas fait attention si l'arbitre avait retiré le sac à main de la cage, mais techniquement le sac à main était quelque part. S'il n'a pas été enlevé de la cage, enfin bref. Et autre élément qui, pareil, pour moi, enlève des points à ce match, c'est à un moment donné, encore un peu le même système que ce que je viens de dire. Roxane Perez, qui je sais plus ce qu'elle fait à Kenna James. Kenna James est KO dans le ring. Roxane Perez commence à monter en haut de la cage. Elle arrive en haut de la cage et elle attend. Enfin, déjà, elle met du temps avant de monter à la cage. Une fois qu'elle est en haut, elle prend bien son temps. Elle attend, machin. Enfin, bref, c'est insupportable. C'est insupportable parce que tu te dis, le temps que Kia James elle se réveille, qu'elle se lève, qu'elle monte jusqu'à toi, et t'as clairement eu le temps de sortir et de gagner ton match. Et pour moi, ça, c'est des éléments qui passent pas. C'est soit tu montes en haut, tu prends ton temps, mais tu te positionnes pour un saut du haut de la cage ou un truc comme ça, ce qu'il n'a pas eu dans ce match. Ou tu sors, mais je veux dire, je sais pas, tu prends pas tout ton temps pour juste rester en haut. À un moment donné, elle met à moitié son pied sur la plateforme, tu comprends pas trop si elle veut se lever pour mettre debout sur la plateforme. On comprend pas ce qu'elle veut faire, c'est bizarre. Bref, il y a pas des petits moments comme ça, un peu de flottement et tout. Et honnêtement, moi, ça m'a un peu sorti du match. Donc le match était quand même bon, donc je lui mets un 3 sur 5, c'est quand même mieux que la moyenne, mais bon, il y a quand même des trucs qui vont pas. Et du coup, on a le main event, Ilya Dragunov contre Baron Corbin pour le titre de NXT. Mon pronostic était Ilya Dragunov parce que pour moi, voilà, c'est beaucoup trop tôt pour qu'Ilya Dragunov perde son titre. Voilà, et là-dessus, j'aurais raison. Enfin, j'ai eu raison. En résumé, j'ai noté que le match était plutôt sympa. Je l'ai noté 3,5 sur 5 parce que voilà, le match était bon, mais c'était pas non plus une masterclass, hein. Encore une fois, j'ai envie de dire, hein, Baron Corbin, on l'a vu faire mieux. Et Yargunov, on l'a vu faire mieux. Et c'est toujours un peu décevant quand tu vois des mecs qui peuvent faire des meilleurs matchs, faire des matchs bons, mais pas non plus aussi incroyables que ce qu'ils sont capables. Euh, en vrai, ce match, j'avoue qu'il y a des moments où j'en suis sorti, parce qu'il y a des moments où, voilà, j'en avais un peu rien à faire de ce qui se passait, parce que le match était simple, bon, la victoire a été courue d'avance aussi. Euh,
Et en plus, il y a eu des petits moments, mais là pareil, de flottement, tu sais pas trop ce qui se passe. T'as ce moment où Baron Corbin met un choc slam à Dragunov depuis la deuxième ou troisième corde. Et au lieu de sauter la troisième corde ou de descendre pour faire un tombé, t'as Baron Corbin, j'ai l'impression qu'il a perdu l'équilibre et qu'il tombe à moitié au ralenti en se retenant dans les cordes et tout, par terre et tout. Enfin, tu te dis, mais what, qu'est-ce qui se passe? Et pareil, à un moment donné, Dragunov qui veut faire une powerbomb ou un truc comme ça sur Baron Corbin, mais qui va être déséquilibré, qui va tomber à moitié comme en position de petit paquet avant de se relever pour vraiment porter la powerbomb. Donc tu te dis, dans un main event, avoir des approximations comme ça, ah, c'est chaud quand même, hein. Je veux dire que des rookies puissent avoir des approximations, je veux bien, mais quand vous êtes deux mecs hyper expérimentés, ça pique un peu quand même, hein, de voir ça. Et puis voilà. Bon, la fin du match, on a un Ilya Dragunov qui va prendre Baron Corbin dans ses bras pour lui dire un truc. Alors avant, il lui a placé deux ou trois fois le coup de poing là qui porte au sol. Il va le prendre dans ses bras, il va lui dire un truc à l'oreille. Et ensuite, il va apporter le torpedo Moscou pour la victoire. Donc Dragunov, il conserve son titre en étant, j'imaginais, mal l'inverse. Et à la fin, on a Trick Williams qui va venir pour faire face au champion. Mais on a Carmelo Hayes qui apparaît un peu en arrière en mode sournois, donc on ne sait pas trop ce que ce dernier va faire. En tout cas, on affiche un main event plutôt bon, hein, c'est quand même un bon main event, mais pas le meilleur qu'on ait vu. On va maintenant conclure, donc d'abord avec les previews. Donc la semaine prochaine, on aura un match entre Dijak et Eddie Thorpe. Voilà, peut-être pour enfin conclure leur rivalité. Et on aura également suite à une baston backstage, un match entre Métaphore et Briggs Jensen et Fallon Henley. Donc je crois que c'est encore Lâche Légende qui combattra. Je sais pas pourquoi Jackie Jackson elle catch pas. Bon, elle doit sûrement être blessée, mais je suis pas sûr d'avoir vu des infos passer là-dessus. Enfin, n'hésitez pas à me dire si vous savez si pas Lâche Légende, mais Fallon Headley et purée, Jackie Jackson est blessé ou pas. Bref. Du coup, on est sûrement sur le show où j'ai le moins de bons pronostics de l'année. Puisque même le pré-show, alors je ne l'ai pas regardé, j'ai juste été voir le résultat. J'avais pronostiqué Nathan Fraser, c'est Axiom qui a gagné, donc même là j'ai eu faux. Donc bon, voilà, on n'aura que les deux derniers matchs de la soirée où j'aurais eu un bon pronostic. Donc bon, ça arrive des fois de ne pas faire de bons pronos, hein. Voilà, j'ai voulu tenter des choses qui me paraissaient cool, mais bon, bah, apparemment, c'était pas ce que la compagnie avait prévu. Sinon, pour Deadline dans le général, on a eu une très bonne soirée, hein. Franchement, le show est très bon. Comparé en plus à un PLE, par exemple, du roster principal, où j'ai toujours au moins 2 ou 3 matchs en dessous de 3 sur 5. Là, on n'a que des matchs au-dessus de 3 sur 5. On en a un ou deux qui est à 3 sur 5, mais tous les autres dépassent les 3 sur 5. Ouais, c'est ça. Sur les 6 matchs que j'ai vus, on a un 3 sur 5, on a un 3,25. Ensuite, on a un 2 3,5. Donc c'est quand même pas mal. Et un 4 sur 5. Donc franchement, dans la globalité, on est sur un show, comme vous pouvez voir, que j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Du coup, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show dans le général. Est-ce que vous avez bien aimé les matchs ou pas. Surtout les Survivor Challenge qui est un peu l'attraction de la soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de la promo de CM Punk. Si vous trouvez ça euh, cool ou pas qu'il soit venu pour globalement dire hey, c'est possible que je vienne signer à NXT en sachant très bien que c'est pas possible vu qu'il veut terminer son histoire. Euh, Moi, honnêtement, je trouve ça dégueulasse pour les fans parce que ça crée une hype. Mais dites-moi si je suis le seul à penser ça ou si vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, c'est tout à votre honneur, hein, mais soyez respectueux. Voilà. Sinon, bon, c'est une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour du coup une vidéo du prochain épisode de NXT. Allez, ciao tout le monde.